Doudou qui accélère, Jordan Doudou qui termine, Jordan Doudou est championne du monde. Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Regardez l'équipe de France qui fait la saga. Saga Africa, ambiance de l'Afrique. Has the power to change the world. It has the power to unite people. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Cette émission s'inscrit dans le cadre de l'opération Sport Féminin Toujours de février, organisée par le ministère des Sports et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, ex-CSA. L'objectif est de promouvoir le sport féminin et d'encourager la diversité des sports retransmis sur les antennes. Vivons Sport participe toutes les saisons à cette opération, mais vous le savez, dans Vivons Sport, c'est Sport Féminin Toujours toute l'année. Cette émission est diffusée à mi-parcours des Jeux d'hiver de Pékin 2022, une semaine après les Jeux Olympiques et une semaine avant les Jeux Paralympiques. Nous avons dénoncé ce choix de Pékin par le CIO, le Comité international olympique, dans la dernière émission qui était en amont des Jeux. Ce choix est soutenu aujourd'hui par peu de dirigeants dans le monde, en dehors de Vladimir Poutine, qui a tenu à s'afficher à la cérémonie d'ouverture. Ce choix nous interroge notamment au sujet des droits de l'homme, de la discrimination des Ouïghours, de la liberté d'expression. Rappelons par exemple de ce qu'a subi la tenniswoman Peng Shuai lorsqu'elle a dénoncé des violences sexuelles dont elle avait été victime. Ce choix de Pékin interroge également par rapport aux enjeux de la transition écologique. Nous reparlerons de ces deux sujets en fin d'émission. En effet, côté sport et environnement, nous avons souhaité suivre Fiona Colantuono, une étudiante ingénieure en énergie renouvelable qui se lance en mars dans un long voyage à vélo solaire. Elle nous présentera son projet en fin d'émission et nous la suivrons le long de son parcours. Sur le plan de l'engagement contre les discriminations, nous aurons le plaisir d'écouter nos chroniqueurs, Paul Schneider par rapport aux Jeux de Pékin et Margot Bongrand sur les discriminations dans le sport. Mais nous allons surtout aborder cette question de l'engagement des sportifs de haut niveau contre les discriminations. Si les institutions sportives majeures peinent pour beaucoup à avoir une démarche responsable, c'est un euphémisme, ce sont les athlètes qui font avancer les causes. La bonne nouvelle de Pékin reste la belle élection de Martin Fourcade qui a su, entre autres, dénoncer le dopage d'État russe en pleine carrière malgré les menaces. Nous avons en studio deux invités qui croient eux aussi à la mobilisation utile des athlètes, notamment sur l'égalité, l'inclusion et la lutte contre les préjugés dans le sport. Nous avons ainsi la chance de recevoir une championne qui sait tout faire, et ce, en toute humilité, vous le constaterez. Il s'agit de Marie Patouillet, multimédaillée en cyclisme et paracyclisme, mais aussi médecin généraliste et citoyenne engagée. Au niveau de son palmarès, citons quelques lignes. Les 2 médailles de bronze rapportées des Jeux paralympiques de Tokyo, l'une sur route, l'autre sur piste. Je vous l'ai dit, Marie sait tout faire. 3 médailles au championnat du monde de paracyclisme, une en bronze en 2019, 2 en argent en 2020. Une médaille de bronze au championnat de France en 2019 de cyclisme sur piste, c'est-à-dire chez les valides malgré son handicap. Enfin, elle vient de battre il y a quelques jours un record du monde sur 200 mètres. Bon, on va s'arrêter là, sinon on n'aura plus le temps pour le reste de l'émission. Mais bonjour Marie. Bonjour. Et nous sommes heureux d'accueillir Manuel Picot. Tu es coprésident fondateur de la Fondation Fier, qui souhaite renforcer l'inclusion dans le sport et la culture, donner plus de visibilité aux personnes LGBT. Tu es également référent LGBT au CROSIF, le Comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, et membre du comité Égalité et Diversité de Paris 2024, où nous nous retrouvons tous les deux régulièrement, même si ce sont en général des rencontres à distance en visio. Bonjour Manuel. Bonjour Karine, bonjour à tout le monde. On va bien détailler par rapport à la fondation qui est issue des Gay Games. On avait déjà reçu à 2 reprises Pascal Rintaud en amont et en aval de ces Gay Games, dont tu peux peut-être rappeler ce qu'ils ont apporté, ce que c'était, ce qu'ils ont apporté et pourquoi cette fondation du coup. Alors effectivement, cette fondation, elle est co-présidée par Pascal et moi. On est très
on pense que c'est vraiment très important qu'une fondation comme celle-ci soit présidée par un homme et une femme. Et on veut œuvrer pour poursuivre l'idée des Gay Games au-delà de 2018. Qu'est-ce que c'était les Gay Games ? Les Gay Games, c'est un événement sportif, culturel, mondial, ouvert à tout le monde, qui a accueilli à Paris plus de 10 000 athlètes de 91 pays, et dont les principes, c'est la participation du plus grand nombre, l'inclusion, quelles que soient ses différences, et le dépassement de soi. Autrement dit, le sport pour tout le monde, accessible à tout le monde sans aucune sélection. Et c'est un événement qui s'appelle les Gay Games et qui est porté, créé par la communauté LGBT, donc des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, et qui vient se heurter à l'idée que ces personnes ne sont pas bien représentées dans le sport et montrer qu'au contraire, elles font du sport comme tout le monde, mais peuvent apporter un autre modèle. Et donc on veut continuer au sein de cette fondation à faire changer les mentalités pour que l'on respecte davantage les différences, l'identité de genre, l'orientation sexuelle dans le sport, et faire en sorte que notre pays soit plus apaisé, soit plus un modèle en matière de lutte contre les discriminations et d'inclusion des personnes, quelles que soient leurs différences. Et donc, nous avons tous dans le studio un livre entre nos mains. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre qui s'appelle Sport et fierté, nous expliquer comment il est né ? Alors en fait, notre fondation, elle a trois missions, dont la première mission est de financer des projets associatifs. Et c'est le think tank européen Sport et Citoyenneté qui nous a proposé un projet de livre, de témoignages, pour justement porter le sujet de l'inclusion des personnes LGBT, des athlètes LGBT, dans le sport. Et nous avons été séduits par ce projet, nous avons essayé de l'enrichir. Et donc ensemble, on a fait un livre de 20 témoignages de personnalités du monde médiatique, sportif ou politique, qui témoignent soit en tant que personnes concernées ou en personnes alliées, et qui déconstruisent les préjugés qu'on peut avoir. Et ensuite, on en a fait une exposition qui a le même nom et qui est sous-titré « Fait la différence » et qui reprend les portraits des 20 témoins avec quelques verbatims et qui les associe aux préconisations que notre fondation a menées sur le sport. Et puis enfin, ce même projet se termine par des conférences qui vont avoir lieu dans toute la France chaque fois que l'exposition tournera. Une conférence pour expliquer cette démarche et faire rencontrer le public, les organisations sportives, les collectivités publiques, pour qu'elles comprennent que c'est un sujet tabou encore dans notre pays, qu'il faut sortir de ce tabou, qu'il faut ouvrir les yeux et se rendre compte que dans les fédérations, dans les clubs, il y a des personnes LGBT qui peut-être souffrent parce qu'elles ne sont pas bien et assez bien accueillies. Et finalement, les réactions ont été comment ? Quand les sportifs se sont exprimés, quand les autres personnalités se sont exprimées, l'accueil de ce livre Pour l'instant, moi, j'ai entendu que de très bons retours sur le livre, sur les témoignages. Je pense que c'est un livre qui a été adressé à l'ensemble des fédérations sportives. Un certain nombre, tous les présidents de fédérations sportives l'ont reçu, et j'espère qu'ils vont s'enrichir de cette lecture. Je pense que cette parole aussi libérée pour les personnes concernées était utile, et Marie a participé à ce projet, et c'était important. Et j'allais me tourner vers elle, bien sûr. Donc d'abord, Marie, comment tu as été contactée ? Est-ce que pour toi c'était une évidence de témoigner dans ce livre ? Qu'est-ce que tu avais à dire ? Alors j'ai été contactée après les Jeux par Julien Japert. Donc le directeur du think tank Sport et Citoyenneté, qui est déjà venu souvent à l'antenne. Je vais être honnête, au début j'étais assez même apeurée de prendre la parole. C'était la première fois ? Oui, c'était la première fois. J'en avais jamais parlé de manière publique, hein, même si au sein de mon sport, je le disais ouvertement, d'un point de vue public, j'en parlais pas. Mais je l'ai pris comme une occasion en fait
comme une expérience de pouvoir en parler, de voir si je me sentais aussi d'en parler. C'est pour ça que quand je relis maintenant mon interview, je me trouve assez timide dedans. Peut-être que si je la refaisais aujourd'hui, j'aurais un peu plus d'aplomb. C'était le premier pas, c'est ça. Voilà, c'était mes premiers pas et je trouvais que l'entrée en la matière était assez douce de cette manière-là, avec ce projet-là. On se sentait pas seul, on était assez épaulés avec ces 20 personnalités, enfin c'était 19 autres personnalités. Donc non, je suis très heureuse d'avoir accepté ce projet et puis d'être là aujourd'hui pour continuer à en parler. Donc c'est ça, si tu te trouves timide à l'époque, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te sens libérée pour en parler plus facilement, ça te fait du bien d'en parler, ou c'est parce que c'est utile En fait, un coming out public, comme ça, c'est quand même un gros mot, où derrière, on met beaucoup de peur, on met beaucoup de crainte. Et oui, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir les épaules assez larges, en tout cas, pour pouvoir parler du sujet me concernant et d'être bien dans mes baskets. Et finalement, est-ce que ça a changé quelque chose ? Comment ça a été reçu ? Est-ce que, du coup, il y a eu des réactions de personnes que tu n'attendais pas ou... Les réactions que j'ai eues étaient assez positives. Personnellement, moi, je me sens du coup encore plus en phase avec moi-même et j'ai vraiment l'impression d'être qui j'ai envie d'être en permanence. Enfin, du coup, pour le moment, j'ai que des retours positifs. Après, j'espère que ça va durer. Et ça devrait continuer après l'émission. Par rapport, tu dis que tout le monde le savait dans ton sport. Est-ce que là, tu avais déjà... les réactions ont toujours été positives ou est-ce que des fois, il y a eu des blagues un peu... Alors, j'ai jamais eu de remarques extrêmement violentes. Après, oui, c'est toujours tourné sur le ton de l'humour, mais ça, on le connaît dans le sexisme, on le connaît, voilà. Non, mais même, c'est pas pour autant que parfois on s'en rend pas compte sur le moment et qu'on n'est pas capable de critiquer en fait la remarque sur le moment et que on se rend compte a posteriori, puis souvent, c'est trop tard et on se dit bon, c'est pas grave. Et on laisse passer plein de remarques qui sont tournées sur le ton de l'humour qui ne sont pas acceptables pour autant. Donc oui, il y a ces remarques-là qui sont parfois un peu lourdes et du style. Tu veux en parler ou pas ? Non, c'est juste que les gens sachent que s'ils le font, il faut écouter. Mais si c'est pas... Non, mais te sens pas du tout obligé, il n'y a pas de souci. Tu m'as dit, quand on a préparé l'émission aussi, que tu avais reçu aussi beaucoup de problèmes sur le plan du sexisme. Oui. Ça, tu peux nous en parler ? Oui, de toute façon, si je dois résumer mes jeux... à Tokyo, là. Oui, à Tokyo, on m'a dit que si je voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de filles. Voilà, je pense parce que le vélo n'est pas un sport de filles. Pour ces personnes-là. J'ai googlisé sport de filles. Oui, et alors, on trouve quelque chose. Non, plus sérieusement, ça venait de la part de sportifs, d'encadrement, de public. Il y en avait pas beaucoup. Public, il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas donc, déjà. Du coup, ça restreint un peu le champ des possibilités. Donc des acteurs du monde du sport. Ou encadrement. Et pas forcément des Japonais, c'était pas le pays, sûr, c'était international. Bon, donc effectivement, on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Tu m'as dit aussi, puisque on est toujours sur la question des femmes, c'est que ce qui n'est pas pris en compte, c'est la spécificité. Bien sûr que le vélo est un sport de filles, il n'y a pas de problème, mais on avait parlé déjà dans cette émission des questions avec notamment la gynécologue de l'INSEP, bien sûr, des spécificités pour les femmes. Et tu me disais que heureusement que tu es médecin. Toi, tu peux en tenir compte. Oui, non, bien sûr. C'est la prise en considération du cycle menstruel chez la femme, chez la sportive de haut niveau, c'est encore très peu pris en considération. Le renforcement du périnée, c'est un gros sujet aussi qui mériterait d'être beaucoup plus... d'avoir une place beaucoup plus importante dans l'entraînement de n'importe quel sportif. Et puis rien que le matériel. Le matériel, aujourd'hui, il y a des marques, même françaises, qui développent des vêtements spécifiques au cyclisme qui sont spécialisés pour les femmes, pour l'anatomie de la femme. Et non, au jeu, j'ai couru avec un cuissard d'homme. Ah bon ? Ah oui, ça va jusque-là. Bon. Ouais, il reste beaucoup de travail. On va continuer sur les problèmes qui peuvent se poser, ou pas, parfois pas. Mais je voudrais passer la pause musicale que tu as choisie. Tu t'en souviens ? Oui, c'est une musique d'Eddie De Pretto. Que tu as choisie Que j'ai choisie parce que ça traite de l'absence de considération du regard de l'autre pour pouvoir évoluer et je trouve que c'est important.
Donc on écoute Frix d'Edith Preto. Rien à foutre d'être dans le coup. Je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines. Laisser les gens parler dans le fond. Gars, laisse-moi là dans le flou. Tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent. J'ai de l'or dans mon Moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent, les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, 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 freaks. As-tu vu mes écailles quand je nage dans les rues? As-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu? Vu sentir mes balafres contre les casses, toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre. Moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent, les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, 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 freaks. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent, les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission de ce jour est sur l'engagement des sportifs de haut niveau par rapport aux discriminations. Nous sommes toujours en studio avec Marie Patouillet, double médaillée aux Jeux paralympiques de Tokyo, 3 fois médaillée au championnat du monde de paracyclisme, et Manuel Picot, coprésident, fondateur de la fondation Fier. Alors on a déjà parlé donc LGBT, des questions des femmes. J'aimerais qu'on aborde la question du handicap, Ouais. Puisque tu concours notamment en paracyclisme. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton handicap, d'où il vient? Et puis... Alors, je suis née avec une malformation de naissance au niveau de la jambe et du pied gauche. Et donc, c'est ce qui fait que je fais partie de... Alors, on est, dans le handisport, on est classé par catégorie en fonction du niveau de handicap. Et donc, moi, je fais partie, on va dire, de la catégorie la moins handicapée. Donc, on appelle ça la catégorie C5. Voilà. Et tu disais que là aussi, il y a eu des blagues ou des propos, pas forcément des blagues, d'ailleurs des propos où les gens ne se rendaient pas compte de ce qu'ils disaient, peut-être. Oui, j'ai eu quelques messages assez violents sur le retour des Jeux, parce que quand on fait partie de ces catégories de handicap les moins touchées, on va dire, forcément, dans le haut niveau, on fait des performances qui peuvent se rapprocher de très bonnes performances de valides. Et donc, certains s'octroient le droit de juger de notre éligibilité, en fait, pour être dans ces catégories-là. Et c'est extrêmement violent quand on rentre des Jeux, qu'on a fait médaille et qu'on lit que déjà on réduit notre handicap
Oui, parce à quelque chose qu'on n'a pas, et en plus, ils se mettent juges. Bien sûr. Et qui trouvent que ça a moins de valeur ça dévalorise énormément notre performance. Oui, alors que les classifications, on l'avait déjà expliqué dans l'émission, c'est alors que les classifications, on y passe une en national, 2 en international, et puis tous les 2 ans, on y repasse. Donc avant que... Alors c'est important parce qu'on a aussi des auditeurs qui ont des handicaps et qui n'osent pas trop faire du sport. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu es venu au sport ? Tu me disais que tu avais tout essayé. Oui, alors moi, donc, avec cette malformation-là de naissance, je savais qu'elle allait se dégrader. Je savais qu'un jour, la course à pied et tous les sports qui découlent de la course à pied deviendraient compliqués et aujourd'hui impossibles. Donc j'ai fait ce choix de profiter de tous les sports possibles, et aujourd'hui il me reste vélo et natation pour faire simple, mais le message à faire passer, c'est que malgré la situation de handicap, il y a toujours une possibilité d'adapter le sport en fonction du plaisir de chacun, que parfois ça paraît une montagne insurmontable, et je vais prendre mon exemple perso. Je pensais ne plus pouvoir skier du tout parce que ça me provoque des douleurs atroces, et aux Étoiles du Sport, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a prêté un exosquelette qui m'a permis de soulager cette douleur, et j'ai pu reskier comme je skiais avant, et ça je pensais que jamais j'aurais pu le faire, et ça montre comme bien qu'en fait il y a des solutions. Ouais, il y a très souvent la solution au problème pour retrouver du plaisir. Exactement. Et se faire du bien. On sait que c'est important pour la santé physique, mentale et sociale. Tu peux juste nous dire, je suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent les Étoiles du Sport, de quoi il s'agit. Les Étoiles du Sport, c'est un regroupement de tous les sportifs du coup olympiques, paralympiques. On s'est retrouvés en fin d'année, du coup pour fêter aussi la fin des Jeux, et puis pour partager toutes les valeurs que le sport de haut niveau peut diffuser. Donc c'est extrêmement enrichissant, et puis moi ça m'a permis de reskier 15 ans après ma dernière piste, donc ça c'était un moment magique. Et 2 mots sur la piste, parce que je crois que tu es la première pistarte que nous ayons à l'antenne. Est-ce que tu peux juste expliquer aux auditeurs pourquoi se lancer, qu'est-ce que c'est... Sur le cyclisme sur piste ? Oui. C'est pas toujours simple à suivre, mais c'est très vivant parce qu'il y a plein d'épreuves dans tous les sens. C'est assez compliqué, et pourtant c'est assez impressionnant à regarder, parce que c'est vrai que moi petite au jeu, quand je regardais les jeux, ça m'impressionnait toujours. Pourquoi se lancer sur la piste ? Moi, quand on me l'a présenté, la piste, on m'a dit que ça me ferait progresser sur route, et puis ensuite j'ai découvert cette sensation de vitesse que j'avais perdue parce que je pouvais plus courir. Donc c'est vrai qu'en reprenant cette sensation de vitesse, j'ai retrouvé un espèce de goût de liberté par le sport, et ça m'a fait un bien fou. Et puis je vais pas mentir, l'hiver on est au chaud, donc on prend pas la pluie, on prend pas le froid. Il peut y avoir quelques chutes, mais donc tu nous confirmes que le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas qu'un vaccinodrome, parce qu'en général quand on le voit au JT, c'est pour sa partie. Non, il y a toujours des coureurs qui courent autour. Bien, maintenant il y a l'équipe de France élite qui s'entraîne là-bas. Et donc, on rappelle aux auditeurs que c'est en pente, donc c'est très dangereux, mais que ça donne beaucoup de... C'est dangereux, oui et non, c'est-à-dire que avec la vitesse à laquelle on roule sur l'anneau, heureusement que le vélodrome est en pente, sinon on ne pourrait pas prendre le virage. Alors, donc, mieux vaut qu'il y ait un virage, qu'il y ait la pente. On a déroulé plusieurs discriminations. Il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est la question du racisme. On sait que dans le vélo, Nasser Bouhanni, Kevin Reza se sont exprimés par rapport au racisme qu'ils ont connu dans le peloton, sur les réseaux sport où il y a peu de diversité. Il y en a un peu plus. Ton entraîneur est Greg Boger, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que lui en a connu ? Est-ce qu'il y a... Moi, je crois que oui, parce que j'étais sur une émission où Alors, je vais vous faire confiance, parce que je vais être honnête, j'ai cette chance avec Greg on n'a jamais vraiment été confrontés à discuter de ces discriminations, de toutes celles qu'on vient d'aborder, parce qu'au sein de notre relation, elles n'existent pas. Ah ouais, elles sont... Tout est considéré comme normalité. Il était sensible avant. Et alors lui, ça j'en doute pas, mais le dire comme ça. Mais c'est vrai que nous deux, enfin. Ouais, entre. Mais même. Vous en parlez, c'est pas un sujet. Même par rapport au handicap, même par rapport à la discrimination LGBT, ça n'a jamais été question de discrimination entre nous, en tout cas. Et par rapport à ces exemples de Kevin Reza et Nasser Bouhanni, est-ce qu'ils sont soutenus par
l'entourage, par les cyclistes. Alors là, je suis même pas incapable de vous répondre. Parce que j'ai l'impression que quand ils sont exprimés, ils semblaient un peu isolés, mais en tout cas courageux de le dénoncer. Je partage cette impression-là, mais je n'ai pas les connaissances pour... Pas de problème. Alors, on va donner la parole maintenant à notre chroniqueuse qui est en ligne avec nous, Margot Mongrand, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour. Bonjour Margot. Comment ça va depuis l'an dernier ? Ça va bien ? Ça va super. Alors, on te passe la parole. Donc évidemment, comme on l'a vu, ce sont les sportifs de haut niveau qui sont le plus exposés aux discriminations, que ce soit sur les réseaux sociaux, de par leur exposition médiatique, et parfois même trop souvent dans les stades. Mais en réalité, ce qui explose avec le succès, ce n'est que le revers de la médaille, car les discriminations commencent bien plus tôt, dès la cour d'école à l'enfance, dès les entraînements à l'adolescence, dans les premiers pas en fait d'une pratique sportive intense. Tous les jours, des enfants sont rejetés d'un terrain de sport parce qu'ils sont trop ci ou pas assez ça. Tous les jours, des adolescents abandonnent leur pratique car elle les fait souffrir plus que plaisir. Et je pense que c'est là qu'on peut agir. Dans l'excellent documentaire Arte, Quand on était des petites brutes, Madame Bromberg, qui est une institutrice d'une classe de CM2, résume très bien, je cite, « Les enfants sont incroyablement réceptifs aux différences, ils perçoivent des détails qui échappent aux adultes. » C'est une observation qui a été également confirmée par le footballeur Mario Balotelli, qui témoigne dans le tout autant important documentaire Canal+, Je ne suis pas un singe. Il explique, je cite, « Les enfants ne sont pas racistes, ce qui a toujours dérangé, c'était ma différence. J'étais laissé de côté, même quand on jouait à l'école. » Donc c'est ces différences-là donc qui discriminent. La joueuse de handi-tennis, Florence Gravellier, parle de militantisme involontaire. Dans une table ronde consacrée au handisport en 2019, elle regrette d'être considérée comme une handicapée avant d'être considérée comme une sportive. Et c'est bien là que ça bloque. C'est quand la différence est perçue comme un facteur de discrimination, quand la différence prime surtout aux yeux des autres et prive surtout de faire du sport. C'est comme quand dans la cour de récré, les garçons m'empêchaient de jouer au foot avec eux simplement parce que j'étais une fille. Il fallait prouver 2 fois plus ma valeur sportive. Et en tant qu'enfant rejeté, je faisais tout pour appartenir à ce groupe de jeunes footballeurs, tout, jusqu'à amener mon propre ballon, seule condition qui me permettait d'intégrer le terrain. Je pense que beaucoup trop d'enfants ont été écartés, que beaucoup trop d'adultes ne leur ont pas expliqué. Le préjugé est le premier projectile que l'on reçoit dans le cadre de la différence. Cette phrase, elle n'est pas de moi. Elle est de Salim Ejnaini, cavalier non-voyant, auteur du livre « L'impossible est un bon début » que je ne peux que recommander aussi. Mais détruisons-les, ces putains de préjugés. Permettons à tous de participer. Évitons à quiconque de dévier et agissons dès la moindre once de discrimination. Alors parents, professeurs ou entraîneurs, voire même enfants, camarades, même pour 1 heure, intervenez. Personne ne doit être privé de faire du sport. Personne ne doit être jugé de faire du sport. Personne ne doit être discriminé sur ce qu'il est parce qu'il fait du sport. Merci Margot. Margot parle de Florence Gravellier qui dit faire du militantisme involontaire. Est-ce que toi tu le ressens comme ça ? Est-ce que... Ou c'est volontaire, mais c'est venu plus tard Non, je pense que j'ai l'impression de le faire depuis que je suis toute petite. Et je rejoins Margot quand elle parle des terrains de foot. Moi aussi, je joue au foot et moi aussi, j'ai amené mon ballon de foot. Et moi aussi, il a fallu que je fasse mes preuves et montrer que je jouais peut-être mieux au foot que la plupart des garçons dans la cour pour avoir accès au terrain. Ouais, je pense que on fait une belle équipe. Margot parle aussi du film de Canal+, Je ne suis pas un singe. Il y a eu, Manuel, le film de Canal+, Faut qu'on parle, où plusieurs sportifs ont fait leur coming out. Est-ce que ça a eu un impact aussi positif ? Est-ce qu'on sent que c'est moins tabou que maintenant il y a plusieurs films qui sortent Alors c'est un sujet qui commence à sortir des tabous. En fait, les Gay Games sont sans doute un tournant. Il y a eu plus de coming out depuis les Gay Games que dans la période précédente, depuis le premier coming out de Amélie Mauresmo en 1999. Donc une accélération d'athlètes de haut niveau qui osent. Et dont les réactions sont positives dans la très grande majorité des cas, c'est-à-dire que les 6 athlètes de haut niveau qui ont fait leur coming out en ont eu que ils ont reçu plein de messages bénéfiques, ils ont été mieux dans leur peau,
on peut saluer ici la médaille d'or de Guillaume Cizeron. C'est ce dont je voulais parler, donc très bien, parce que là on est quand même un patineur qui a fait son coming out en mai de l'année dernière, qui témoigne d'ailleurs dans le livre Sport et Fierté, et qui cette année décroche la médaille d'or. C'est vraiment fantastique, et c'est sans doute aussi parce que ça lui a ôté un poids. Et donc, il ne peut maintenant se concentrer qu'à son sport. Et voilà, c'est quelque chose qui est mieux. Cela étant, Guillaume, il a subi des discriminations, notamment et des insultes de Russes, notamment un entraîneur russe qui ce qui a été extraordinaire, et c'est là où on voit quand même que ça change, c'est-à-dire que la fédération de sport de glace a soutenu l'athlète, et ça c'est un changement. Donc aujourd'hui, effectivement, on aura, je pense, plus d'athlètes de haut niveau qui vont pouvoir prendre la parole. C'est mieux pour eux, c'est mieux aussi pour leur performance, comme Guillaume. Et puis c'est aussi bien pour l'ensemble des jeunes qui peuvent s'identifier à des rôles modèles dont on a tellement besoin, parce que on est dans un monde hétéronormé, c'est-à-dire que la norme, c'est a priori dans le sport toujours hétérosexuel, et le fait de ne pas voir d'athlètes de haut niveau qui soient publiquement LGBT, on a l'impression que si on est LGBT, on ne peut pas faire du sport. Et c'est tout le contraire, tout le monde peut faire du sport. C'est l'endroit justement où tout le monde doit pouvoir se retrouver, quelles que soient ses différences, et retrouver ce plaisir, ce bonheur d'être ensemble, quelles que soient nos origines, nos différences. Margot parle aussi d'inclusion. Oui. C'est ce sur quoi travaille beaucoup la Fondation. Vous avez travaillé sur des préconisations, un label, un guide. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus ? Alors, pour faire court, en fait, pendant les Gay Games, qui était un événement mondial à Paris, nous avons rencontré l'ensemble des fédérations sportives pour co-organiser chacun des événements. On avait 36 sports organisés, c'était pas simple, donc on voulait avoir le soutien des fédérations sportives. On s'est aperçu que après le premier étonnement du contexte de l'événement, la plupart des fédérations étaient en accord avec l'idée de participer à ces jeux. Mais ils nous disaient, en off, on est assez mal à l'aise sur la question, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment s'y prendre, et donc du coup, après les jeux, on a réfléchi ensemble, l'ensemble des personnes qui ont fait ces jeux, et on a établi un programme de préconisation, un espèce de plan de route progressif, didactique, que chaque organisation sportive pourrait prendre en main pour déconstruire les préjugés et faire en sorte qu'on inclut bien toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. On a fait donc un guide de 17 préconisations avec 6 thématiques. La première, alors si j'ai un tout petit peu le temps d'expliquer... Vas-y, c'est important. Donc, la première thématique, c'est la gouvernance. C'est commencer par dire... Les dirigeants, parce qu'on est dans un sport qui est très pyramidal quand même dans son organisation, il faut que les dirigeants prennent en main ce sujet, fassent un plan d'action, mettent de l'argent et construisent tout de suite des outils de mesure. Premier type de préconisation. Deuxième groupe, ça va ensuite améliorer la diversité des instances et notamment avoir un référent LGBT qu'on puisse identifier au sein de l'ensemble des fédérations. Et puis à côté, développer des pratiques inclusives, c'est-à-dire par exemple développer le sport mixte. Pourquoi toujours genrer le sport, toujours séparer les hommes et les femmes? Il y a pas mal d'activités où on peut, et on voit que lorsqu'on est dans la mixité, les barrières tombent également. Troisième type de mesure, c'est l'éducation.
On ne pourra pas changer les choses si on ne sensibilise pas toutes les parties prenantes, si on ne forme pas les dirigeants, les coachs, les cadres techniques, mais qu'on va aussi, dans la sensibilisation, on va aussi sur les médias, sur les supporters, parce que parfois, et encore, on entend des choses insupportables dans les stades qui ne sont pas considérées par les personnes comme de l'homophobie, alors que, évidemment, quand on comprend le ressenti, on sait bien que ça l'est. Et puis, continuer de faire de la recherche, parce que l'éducation, c'est aussi essayer de penser que cette thématique de l'orientation sexuelle et d'identité de genre sont des problématiques relativement récentes dans l'histoire humaine en matière de connaissances et d'études. Il faut aller plus loin pour bien comprendre les mécanismes. Quatrième type de mesure, c'est la prévention, les sanctions et l'accompagnement des victimes. Surtout pas commencer par sanctionner avant d'avoir fait le reste, parce que sinon on tombe devant des gens qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Cinquième type de thématique de préconisation, c'est créer, et parce qu'on a fait toutes les mesures précédentes, créer l'environnement bienveillant pour permettre le coming out des athlètes, et si le coming out possible, accompagner les athlètes à le faire. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, mais c'est simplement faire en sorte que si on a envie, si on a besoin, si on se sent de le faire, tout autour de soi, tout a été fait pour que ça se passe bien. Moi, ce que j'étais très étonné, c'est que sur le documentaire Faut qu'on parle de Canal+, dont on parlait tout à l'heure, les 6 athlètes qui ont fait leur coming out n'ont pas reçu, à part le rugby, une lettre de félicitations ou un message de félicitations officiel de la part de leur fédération. Ça montre bien vraiment encore beaucoup de timidité sur le sujet. Voilà, avant de passer à la suivante, je vais demander à Marie si elle a reçu une lettre de sa fédération pour la féliciter de ses propos du coming out, de ses propos dans le livre. Quoi Une lettre, un mail, un appel téléphonique, un message de soutien. On met dans les spams. Non, aucun. Non, rien du tout. Je savais même pas qu'ils avaient reçu que les présidences de Fédé avaient reçu ce livre. Donc, c'est vraiment on veut vraiment que tout le monde le reçoive. Pour rebondir à ce que dit Manuel, effectivement, tout athlète n'est pas obligé, ne doit pas se sentir obligé de faire son coming out public, mais ce que je trouve extrêmement triste, c'est qu'il y a des athlètes qui sont out dans leur vie de tous les jours, qui vivent leur homosexualité dans la vie de tous les jours, et dans leur sport se sentent emprisonnés et ne se sentent pas dans un environnement, on va dire, sécurisé et serein pour pouvoir en parler. Et ça, je trouve ça atroce. Même si certains ne font pas carrière à cause de ça. Ça s'arrête. Le désavantage de tout ça, effectivement, c'est la perte de talent. Et aux présidents de fédérations sportives qui sont tellement attachés à leurs résultats, je leur dis, le fait qu'un athlète se cache que vous n'ayez pas beaucoup d'athlètes LGBT, c'est un symptôme d'une atmosphère sans doute homophobe au sein de votre fédération, soit parce que la personne se cache, soit parce qu'elle a été exclue, soit qu'elle s'est détournée de ce sport. Dans tous les cas, vous perdez des talents et c'est dommage. Sans compter, quand on se cache, on consacre une partie de son énergie. C'était un peu ce que disait Wissem Belkacem quand il a fait son livre Adieu ma honte. On perd de l'énergie, on n'est plus dans la performance. Donc c'est pour ça qu'on pourra attendre de ces dirigeants comment ils soutiennent ceux qui font avancer la cause. Et donc, il y avait le 6e point. Donc les dernières thématiques, effectivement, c'est soutenir travailler avec les associations LGBT sportives LGBT, et parce que c'est le meilleur moyen de déconstruire les préjugés et les stéréotypes, c'est de travailler avec les personnes concernées. Comme ça change le regard. Les Gay Games, c'était un exemple. Et puis pour harmoniser le tout,
on a proposé un label Fier Sport, qui est en fait un label en 100 questions permettant d'évaluer son approche sur l'ensemble de ses préconisations. Et donc, c'est en fait 100 propositions d'action aux fédérations sportives, aux clubs, à toute collectivité qui organise le sport en son sein. Et ce label est attribué à partir du moment où on a au moins 50% du chemin réalisé. Et puis, d'année en année, on pourra augmenter son score et faire en sorte que les meilleures pratiques soient mises en avant, qu'elles soient partagées et qu'il y ait une certaine émulation entre les fédérations sportives, entre les clubs, pour avoir le meilleur score, être le mieux reconnu et faire en sorte que quand on voit le label Fier Sport, les personnes LGBT se disent « Voilà, je suis dans une fédération, je suis dans un club qui a pris en compte cette dimension et a envie de changer les choses. » Alors, ce label existe depuis combien de temps ? Alors, il a été créé l'année dernière, il est effectif depuis décembre de l'année dernière, et donc les premiers dossiers arrivent. Est-ce qu'on peut en citer ou pas ? On va annoncer dans quelques semaines les premiers lauréats, mais ce que je peux déjà annoncer, parce qu'ils l'ont rendu public, c'est que la Fédération française de rugby s'est engagée dans la labellisation du Fier Sport. Un bon point, on suivra les suivants, et il y a un guide qui existe pour aider les uns et les autres. Donc on a créé un guide Fier Sport et on accompagne en fait chacune un guide des préconisations. Ce guide avec l'explication du label se trouve sur notre site web fondationfier.fr/guide pour le guide /label pour le label. Comme ça on retrouve toutes les informations. Donc là, il n'y a plus d'excuses, on peut tout trouver et on peut s'engager, on suivra qui fait cette démarche qui est intéressante avec effectivement beaucoup de préconisations et un autodiagnostic possible. Ouais, et ce qui est important, c'est qu'on discute avec le ministère des Sports pour faire en sorte que ce label entre dans le contrat de délégation entre le ministère des Sports et les fédérations sportives, de façon à ce que chacune soit un peu incitée fortement, pas un peu, à rentrer dans cette labellisation. Merci. Alors on parlera encore de vos projets à l'un et à l'autre. On va donner la parole à notre deuxième chroniqueur, Paul Schneider. Est-ce que tu es là, Paul ? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Alors, on va te céder la parole, en tout cas le micro. Merci beaucoup. Bonjour Karine, bonjour Marie, bonjour Manuel. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin de vous parler après cette première quinzaine des Jeux de Pékin. Si on dresse le bilan de l'équipe de France, 5 médailles d'or, 7 en argent, 2 médailles de bronze et pour l'heure, 0 prise de parole au sujet des droits humains. Alors bien évidemment, je n'accuse pas nos athlètes français de s'être tus pendant ces Jeux, ce n'était ni l'heure ni l'endroit. Effectivement, il est bien moins risqué de parler du génocide des Ouïghours dans l'émission Vivons Sport depuis mon petit bureau à Bordeaux, plutôt qu'en zone mixte à Pékin dans cette bulle olympique de l'angoisse. D'autant plus que les athlètes ont largement été avertis des risques qu'ils encouraient en cas de prise de position pendant ces Jeux. Même si l'ampleur médiatique de l'affaire Peng Shuai pouvait faire naître quelques espoirs quant à la mobilisation des athlètes et des instances face au régime autoritaire chinois, les différentes opérations de communication du Parti communiste ont rapidement calmé mes espérances. Les agissements du gouvernement chinois montrent bien qu'ils sont capables du pire quand la liberté d'expression vient titiller la grandeur nationale chinoise. Le directeur général adjoint des relations internationales au comité d'organisation des Jeux de Pékin, Yang Chu, a indiqué lors d'une conférence de presse que les athlètes étrangers pourraient être sanctionnés s'ils venaient à tenir des discours transgressants. Les membres de l'ONG Human Rights Watch ont à leur tour mis en garde les athlètes face au risque de s'exprimer sur les questions relatives aux droits de l'homme une fois sur place. Yaqiu Wang, une chercheuse de l'ONG, a déclaré que les lois chinoises étaient très vagues autour des crimes qui peuvent être utilisés pour punir les lanceurs d'alerte et que la protection des athlètes serait donc infime. L'ONG a donc vivement conseillé aux athlètes de s'abstenir sur place et d'utiliser leur voix une fois rentrés chez eux. Le premier à s'être fait entendre est le freestyler britannique Gus Kenworthy. À l'issue de la dernière finale de ski halfpipe de sa carrière, le Britannique a critiqué l'attribution des Jeux d'hiver à la Chine, estimant que le CIO devrait prendre en compte les atrocités en matière de droits humains et en termes de droits LGBT et inciter au changement en insistant sur certaines questions. Et justement, le CIO dans tout ça,
Son positionnement est, selon moi, un non-sens complet. D'une part, le CIO dit reconnaître et défendre les droits de l'homme tels qu'ils sont inscrits dans les principes fondamentaux de la charte olympique. Or, cette même charte interdit aux athlètes de manifester ou de faire passer des messages politiques sur les sites de compétition quand ces mêmes droits humains ne sont pas respectés. Que faire alors quand le pays organisateur des Jeux est suspecté de crimes contre l'humanité ? Est-ce que Thomas Bach se serait mis en scène de manière si ridicule face à Peng Shuai si Pékin n'accueillait pas les Jeux quelques mois plus tard ? Ce sont toutes ces questions qui font de moi un fan de sport désorienté. Alors bien entendu, j'ai vibré, comme toujours, grâce aux belles performances de nos équipes de France. Une fois de plus, le sport nous offre de beaux moments de vie. Je retiendrai ce dernier tir debout sur la Master de Justine Breza-Boucher, suivi en direct sur le téléphone d'un total inconnu dans le tramway, ou bien ce frisson au petit déjeuner devant la rediffusion du programme libre de Papadakis et Cizeron. Sans oublier la fougue de Tess Le 2, la rengaine de Quentin Fillon-Maillet et la dextérité de Johan Claret. Et j'en passe. En tout cas, vivement le 4 mars pour continuer de vibrer aux côtés de nos athlètes paralympiques. Je leur souhaite de ramener autant de médailles qu'à Pyeongchang et je serais tellement fier si les langues françaises pouvaient se délier une fois que la flamme s'éteindra dans le stade national de Pékin. Merci Paul. On peut dire quand même que certains se sont exprimés, notamment par rapport au climat, plutôt avant d'y être ou avant que les compétitions commencent, que d'autres le feront encore. On peut espérer. Par rapport à la question LGBT en Chine, Manuel, qu'est-ce qu'il en est ? C'est pas un sujet de discrimination majeur par rapport à un certain nombre d'autres pays où la prochaine Coupe du Monde de football posera beaucoup plus de problèmes au Qatar pour les personnes LGBT que la situation des personnes LGBT en Chine qui sont tolérées en fait. D'ailleurs, les prochains Gay Games sont prévus d'être organisés à Hong Kong, donc qui est une partie de la Chine quand même. Ouais, pas tout à fait la même mentalité quand même. Pas tout à fait la même, c'est pas encore sûr, mais en tout cas, non, globalement, c'est pas illégal, c'est pas pénalisé. En même temps, les droits ne sont pas à la hauteur de ceux des pays occidentaux en matière, par exemple, de reconnaissance de couple, etc. Mais c'est un peu... Oui, c'est pas le pire. C'est pas le pire des pays. Par rapport aux questions de droits de l'homme, de liberté d'expression notamment, cette question des Ouïghours. Par contre, comme on commence avec Pékin cette année, on va superbement finir avec la Coupe du Monde au Qatar, où vont se reposer question à la fois du climat avec ces stades climatisés et évidemment surtout celle des questions des droits de l'homme. Est-ce que là, la question LGBT est une vraie question ? Est-ce que vous mobilisez ? Est-ce que ça fait partie de vos missions ? Est-ce que... Alors, nous, globalement, dans notre préconisation numéro 9, on demande à ce que la France continue de lutter pour l'égalité des droits au plan universel, parce qu'on considère que c'est indispensable pour changer... Enfin, on ne peut pas changer uniquement la France, il faut que l'ensemble des pays changent en matière d'acceptation et de respect de la différence. Si un athlète de haut niveau est out en France, mais que lorsqu'il va jouer au Qatar, il risque d'être... poursuivi, ça pose un problème. Après, notre mission, elle est franco-française. Donc, on agit sur le territoire national et notre statut de fondation reconnue d'utilité publique nous oblige à faire ça. Je sais qu'un certain nombre d'associations militantes projettent de faire des actions pour combattre dénoncer en fait cette situation-là. Et en tout cas, nous le dénonçons bien évidemment également. On est solidaire de ces associations. Marie, justement, la question de ce coming out et d'aller après dans des pays où c'est sanctionné d'être LGBT. Est-ce que tu t'es posé cette question ou pas ? Alors non, je vais être honnête, je ne me suis pas posé la question. Tout simplement parce que les pays dans lesquels j'ai mes compétitions sont assez ouverts sur le sujet. Donc effectivement non, je me suis pas posé la question. Oui, et elle ne se posera pas. Non, elle ne se pose. Si elle se pose pas, c'est tant mieux. Et j'espère que si ça se passe dans longtemps, les sportifs seront protégés. Mais je pense qu'il est peu probable jusqu'à Paris que j'aille dans ces pays-là. Oui, et puis les prochains Jeux seront à Paris. Je rappelle que les prochains Jeux sont à Paris. À Tokyo, il y avait la Maison des Fiertés, c'est ça ? C'est comme ça que ça s'appelle ? Absolument, oui. Alors,
Toi, tu y étais, Marie. Peut-être qu'elle était concentrée sur la compétition. C'est surtout que nous, le cyclisme, on était sur un village annexe. Donc, c'était une ambiance... On n'était pas du tout dans le village olympique, paralympique. Donc, tout ça, je ne l'ai pas vu. Que ça existait autour de vous. J'en avais entendu parler, mais je n'ai pas pu m'y rendre, je n'ai pas pu y participer. Et je regrette un peu. Alors, est-ce que tu peux... Alors, moi je n'étais pas à Tokyo, mais j'ai suivi en fait l'organisation de cette Maison des Fiertés. En fait, la Maison des Fiertés, elle existe depuis 2010 lors de compétitions internationales. C'est une maison qui est construite sur le même principe que les maisons nationales, qui rassemblent les athlètes et qui célèbrent les athlètes de leur pays. Là, c'est une maison pour célébrer la différence LGBT et de rassembler les athlètes LGBT, de permettre l'échange avec les autres personnes, le public, de faire des événements à la fois académiques, éducatifs, sportifs, culturels, pour changer le regard et encore une fois développer l'idée d'inclusion. Donc ces jeux à Tokyo étaient un peu compliqués en matière de présentiel, donc cette Maison des Fiertés a été créée de 2019 à 2021 pour la Coupe du Monde de rugby et puis les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais finalement c'était quand même relativement confidentiel, et essentiellement des opérations en ligne, et on espère à Paris 2024 qu'on va réussir à faire quelque chose de véritablement grandiose, à la hauteur de nos ambitions pour l'égalité, et que ça soit fait en partenariat avec les collectivités publiques, mais aussi l'organisateur, donc le COJOP Paris 2024. Très rapidement, parce que je vois, j'ai toujours un œil sur l'horloge. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous parler de vos projets, prochaines compétitions pour l'une et projets pour l'autre? Marie? Moi, les prochaines compétitions, ça va être cet été avec les championnats du monde sur route au Canada, et puis les championnats du monde sur piste qui auront lieu au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines au mois d'octobre. Au fameux. Exactement. Est-ce qu'il y aura encore le vaccinodrome? Je ne pense pas. Mais on pourra en tout cas venir t'applaudir. J'espère, oui. Vous êtes les bienvenus. Et on te suivra évidemment de très près. Manuel, les projets... Alors les projets, on a d'abord un appel à projets associatifs qui court toute l'année pour encourager les associations à nous présenter des beaux projets pour l'inclusion. N'hésitez pas à nous contacter. Par exemple, on a financé l'année dernière un court-métrage qui va sortir ce mois-ci, ou le mois prochain, qui s'appelle Jean est tombé amoureux, et qui est un court-métrage sur l'homophobie dans le rugby. On va se concentrer aussi pas mal sur l'organisation de la Maison des Fiertés de Paris 2024, qui est un gros dossier qu'on va essayer de mener cette année. Si tu nous donnes les dates pour l'exposition, on les mettra sur nos réseaux avec grand plaisir. Je vous donnerai les dates, ça va tourner pas mal dans toute la France. On prévoit d'aller de Paris à Ronchin, à Marseille. Et on peut se procurer le fameux livre. Et le livre, il est en ligne. Je te redonnerai le lien également que tu pourras donner à tes auditeurs et auditrices. Très bien. Alors maintenant, on va donner la parole à Fiona Colantuono, qui doit être en ligne et dont... Bonjour Fiona. Bonjour. Donc, en début d'émission, mais très rapidement, j'ai dit qu'on avait choisi de suivre ton beau projet. Alors, on est sur une émission déjà, on a une cycliste en plateau, on a une autre cycliste en ligne qui va nous expliquer son projet. Je rappelle que tu es ingénieur en énergie renouvelable et que tu te lances donc sur un projet de 4 mois de sensibilisation par rapport aux questions environnementales avec un vélo solaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors déjà, je suis pas encore ingénieure malheureusement. Étudiante, pardon. Donc ça va venir dans les prochaines années. J'ai pris une année off justement pour faire ce projet de 4 mois à vélo solaire. Donc c'est un vélo électrique avec une remorque solaire sur lequel j'ai des panneaux, et donc ils me permettent de recharger mes batteries en autonomie. Et c'est pour faire un voyage de 8800 km au total et aller à la rencontre en fait des initiatives locales autour de la transition énergétique, et également faire des ateliers de la fresque du climat dans des écoles. Donc c'est pour sensibiliser au dérèglement climatique.
Donc, s'il y a des auditeurs un peu dans des villes françaises, parce que tu ne vas pas qu'en France, hein, tu parcours plusieurs pays, tu peux peut-être nous dire un peu plus déjà sur justement le parcours Oui. Là, je partirai le 4 mars de Perpignan et je rejoindrai la côte basque. Je fais toute la Vélodyssée en remontant jusqu'à Roscoff. Et ensuite, je vais faire une partie de mon trajet sur le contour de la Grande-Bretagne. Au total, donc de l'Angleterre en passant par l'Irlande, revenant par l'Écosse. Et ensuite, à nouveau autour de l'île, puis la Belgique, le Luxembourg, sûrement une toute petite partie d'Allemagne, la Suisse, pour terminer début juillet à Lyon. Et alors, toi, tu es aussi une championne comme Marie. Tu t'entraînes beaucoup depuis longtemps pour faire tout ça ? Alors, je m'entraîne, oui. Surtout depuis cette année, parce qu'au départ, le vélo, pour moi, c'est surtout un loisir. Je suis de la campagne, donc j'ai toujours eu un vélo chez moi. Mais c'est vrai que cette année, ça a été un entraînement un peu plus. D'ailleurs, je suis actuellement sur mon premier bivouac pour tester tout mon matériel de parcours. Et voilà, donc c'est un entraînement un peu au jour le jour et évolutif pour essayer d'être dans les temps pour le départ de fin de semaine prochaine. Ouais, donc toi, c'est pas la compétition comme Marie, c'est pas la vitesse, c'est non, plus c'est pas la vitesse. L'endurance. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent trouver ton parcours s'ils veulent te proposer une initiative quand tu passes dans leur ville? C'est ça. Alors, le projet s'appelle The Sun Cycling Odyssey. Et donc, j'ai un site web associé, thesuncyclingodyssey.com. Également sur Instagram ou sur Facebook, vous pouvez trouver le projet. Et donc, par ces 3 biais, vous pouvez me contacter si vous avez envie qu'on parle de votre initiative, parce que je vais faire des articles justement sur ces initiatives, ou que je vienne dans votre établissement scolaire pour animer un atelier. Bien sûr, on partagera tout ça aussi sur nos réseaux sociaux et dans le chat. Et on te retrouvera dans un mois. Je crois que normalement, tu devrais être à La Rochelle. Tout ça est à vérifier. En tout cas, tu auras démarré et tu pourras nous raconter tes premières étapes. Hein, puisque donc je ne sais pas si tu seras dans un bivouac ou ailleurs. Tu vas dormir comment partout? Toujours en bivouac? J'ai eu toutes mes affaires pour faire du bivouac, mais également en fonction des propositions et des amis que je rencontre sur la route, chez l'habitant, beaucoup. Et puis dans les derniers cas, si vraiment je suis embêtée, ça sera camping s'ils sont ouverts ou au pire chambre d'hôtel. Donc non seulement on peut faire des opérations avec toi, mais on peut t'accueillir sur le trajet. Également. Écoute, merci Fiona, bon courage et puis à très vite alors dans la prochaine émission. Hein. Oui, à très vite. Avant de conclure, je voulais Manuel que tu nous parles de ton choix musical qu'on écoutera juste après l'émission. C'est un clin d'œil à la thématique de notre émission. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est très douce et de Mécano. Très bien. Donc, on l'écoutera juste après l'émission. Mais je vous remercie tous les deux pour cette heure passée ensemble. Merci Fiona, merci à nos 2 chroniqueurs, Margot Bongrand et Paul Schneider. Encore un grand merci à Olivier Gréco pour la réalisation. Dans la prochaine émission, nous continuerons à parler des sportives et sportifs de haut niveau. Nous parlerons de la question de leur reconversion avec Véronique Barré, co-auteure du film documentaire Le sport, des médailles et après, qui vient de sortir. Nous échangerons également avec Heidi Aron, qui a été championne de France en athlétisme, travaille à la DRH de Veolia et intervient dans le documentaire. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon sport à toutes et à tous. Soutenez les athlètes paralympiques aux Jeux, ils n'y sont pour rien dans le choix de la ville haute. À très vite. Nous vous laissons donc avec le choix de Manuel Picaud, Une femme avec une femme de Mécano. 2 femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste.
l'amour qui est secret. Même nuée ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue, elle le déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agir, et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Qui arrête les colons en plein vol, à 2 ras du sol, une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger.